La troisième nuit, la neige avait cessé de faire semblant. Elle venait à l'horizontale du nord-est, sifflant sur les lanternes. Et le col de Garrowbank s'est fermé comme une porte. Les voyageurs l'ont entendu depuis le salon de l'auberge du Cygne. Ils sont restés là, où leur dîner les attendait. La grande auberge Relais, au pied du col, abritait 26 âmes bloquées ce jeudi-là. Elle abritait aussi 40 chevaux et une aubergiste. Elle avait fait durer 9 mois sur 3 services et comptait bien les faire durer encore. Kitty Soden était dans la cour à 10h30. Elle tenait une lanterne dans une main et une mesure de son dans l'autre. C'est alors qu'elle a entendu la malle-poste du Nord arriver anormalement. Le son habituel, c'était 4 chevaux au trot enlevés, et le corps du garde annonçant à la cour de préparer le relais. Mais là, c'était une marche au pas. Les anneaux des harnais cliquetaient lentement. Une roue raclait la neige, et la voix d'un postillon, aiguë et effrayée, se faisait entendre près des chevaux de tête. Ils ont fait entrer la diligence sous l'arche avec les 2 lanternes éteintes. Et M. Tansey était attaché par des cordes à son propre garde-corps. 30 ans sur le siège de la malle-poste du Nord, et il a fallu 3 hommes pour le décrocher de là. Ses mains n'étaient plus blanches, mais d'un jaune cireux inquiétant. Une de ses joues brillait, dure et pâle, là où le vent l'avait fouetté, depuis la borne des 9 miles. Il essayait encore de donner des ordres pendant qu'on le transportait. C'est comme ça qu'ils ont su qu'il survivrait. Le propre garde de la malle-poste gisait, frappé par le gel, à 2 relais au sud, à Applegarth. Tansey avait donc continué seul vers le nord, assumant les 2 fonctions. C'était contre toutes les règles de la poste. Ils l'ont allongé sur le banc près du feu de la taverne. Puis ils ont déposé la malle-poste elle-même dans le hall. 2 coffres verrouillés et les sacoches en cuir. Des lettres, des billets de banque et les envois d'argent d'un soldat. Toutes les affaires du Nord, emballées et scellées. Elle était là, et tous les hommes de l'auberge la regardaient. Puis ils regardaient ailleurs. Au-dessus du bar était accroché le panneau de fierté que son père avait peint lui-même. La malle-poste est toujours passée par le Cygne. Pendant 25 ans, il avait fait de cette phrase une vérité depuis son propre siège. Sous le panneau, sur 2 crochets en fer, était suspendu son fouet. Le manche était en houx, la lanière maintenue souple avec de l'huile de pied de bœuf. Il était épousseté tous les samedis, et personne ne l'avait touché depuis les 2 hivers qu'on l'avait enterré. Kitty se tenait dans le hall, la neige fondant sur ses épaules. Elle se laissa désirer cette petite chose ancienne, celle qu'elle avait voulue à 8 ans et à 18 ans. 1 heure sur le siège du cocher, en plein jour, devant des témoins. Juste une fois. Le siège du cocher revient à celui en qui les chevaux ont confiance, et les chevaux avaient décidé il y a des années. Chaque bête de cette cour quittait sa mangeoire pour passer la tête par-dessus la demi-porte quand elle traversait les pavés. Il le faisait depuis qu'elle était enfant, sur un tabouret avec une brosse. Son père l'avait vu. Il lui avait dit que la cour était à elle et que la route était à lui. Il l'avait dit gentiment, et il a continué de le dire gentiment jusqu'au jour de sa mort. La malle-poste s'arrête ici ce soir, dit Maddox, depuis le meilleur fauteuil près du feu. Et tout homme qui vous dira le contraire est ivre. Maddox conduisait le High Flyer pour la ligne concurrente de Setterby. Et le High Flyer était bien au chaud dans la 2e cour du Cygne. Ses chevaux mangeaient le foin de Madame Soden. C'était un homme grand et confortable. Il exposa ses raisons comme un colporteur étale ses rubans, chacun bien lissé pour l'assemblée. Il y a une congère Oscar qui vous arrive au menton. Il y a du verglas sur toute la longue pente, sous la neige fraîche. C'est la pire tenue que puisse porter une route. Et il y a mon propre attelage, qui vaut plus que les lettres de tous les commis amoureux du Lancashire. J'aime bien la malle-poste, mais je tiens plus à mon cou. La malle-poste a des horaires, dit un monsieur mince en cap de voyage. Il l'avait déjà dit 4 fois depuis le souper. J'ai des lettres de change dans ce sac, qui doivent être à Carlisle. Alors vous n'avez qu'à les porter vous-même en haut du col, monsieur, et j'écrirai à votre veuve. La taverne rit, puis se calma, honteuse d'elle-même, et but. Le duc parla alors pour la première fois, depuis son coin, doucement. De quoi la malle-poste a-t-elle besoin pour continuer? Énumérez les éléments. Un cocher, un garde, un attelage, et la chance d'un idiot, dit Maddox. Cette auberge en possède 3, dit le duc. Puis il retourna à son verre, laissant la salle faire ses propres comptes. Kitty arriva avec le plateau de bouillie chaude pour le banc.
Madame Sowden estimait qu'un homme gelé avait besoin du souper qu'elle donnerait à un cheval fatigué, mais avec du rhum en plus. La conversation se poursuivait au-dessus de sa tête. C'est là que les conversations s'étaient déroulées toute sa vie. Les postillons étaient des enfants. Le plus âgé des trois avait 14 ans et dormait dans le fenil. Près de la porte, quelqu'un prononça son nom et le mot « colle » dans la même phrase. Madame Sowden sortit de la cuisine, les manches retroussées. Le plus âgé d'entre eux a 14 ans, dit-elle à toute la salle. L'homme qui mettra cet enfant sur cette route ce soir devra me rendre des comptes. Et ensuite à ma poêle, dans cet ordre. Le sujet mourut. Kitty s'agenouilla et donna sa bouillie à M. Tansey à la cuillère. Ses mains bandées pouvaient tenir du rhum, mais pas grand-chose d'autre. Vous avez la main légère avec une cuillère, ma fille. J'ai de la pratique, M. Tansey. Vous avez déjà mangé ma bouillie. Vraiment? À chaque relais que vous avez pris au cygne ces 10 dernières années, qui pensiez-vous la préparer à votre goût? Il se tut pendant la cuillerée suivante. Votre père a toujours dit que c'était la cour qui la faisait. La cour, acquiesça-t-elle. Oui. C'est une fille qui travaille dur, la cour. Elle le connaissait depuis avant même de pouvoir voir par-dessus le bar. Il était l'un des hommes que son père avait formé. Et comme tous les autres, il l'appelait « la fille ». Demandez à la fille de le chercher. La fille saura où il est rangé. La fille avait attelé son attelage de relais 400 matins. Et il était prêt à la minute près. Les éloges ne revenaient jamais avec son nom dessus. C'était toujours « de braves filles au cygne ». L'hiver dernier, elle avait veillé 3 nuits le cheval de tête de Maddox. Elle pensait un talon fissuré à la lanterne. Et au printemps, Maddox avait offert une chope de bière au palefrenier pour la guérison. Le palefrenier l'avait bu d'ailleurs. Il y avait toute une étagère de ce genre d'exploits, enregistrés sous d'autres noms, et elle avait cessé de la lire depuis des années. Ou du moins, elle se le disait, agenouillée là avec la cuillère, pendant que le feu discutait de la route de son père sans elle. Le duc de Garrowdale était assis à la table du coin, près de la fenêtre, à l'écart des autres. Il se dirigeait vers le nord, bloqué depuis 3 jours comme tout le monde. Et c'était le seul passager qui s'était rendu utile. C'était le duc qui avait aidé à transporter Tansey depuis l'Arche. Il avait pris le côté le plus lourd, les épaules, et il avait obéi aux ordres du palefrenier en le faisant. La cour l'avait noté avec approbation et le salon avec étonnement. Depuis, il était assis tranquillement devant un verre, à écouter. C'était un homme grand et simple de 35 ans. Il observait la pièce comme un berger observe le temps. Et quand les rires sur les veuves avaient fusé, il avait ri dans son verre, brièvement, et s'était arrêté. Son père lui avait appris à mener un attelage à 4 dans cette cour, à l'aube, avant que l'auberge ne se réveille. La main gauche pour les rênes, les 4 guides, les poings, placés entre ses doigts dans leur ordre, et le fouet bien en main dans la droite. Sens leur bouche, quitte. Un attelage dit la vérité à travers le cuir. Et chaque année, une fois par an, elle avait demandé la route. Et chaque année, il avait regardé ses mains et détourné le regard. Le siège du cocher n'est pas une place pour une fille, Kit. Je ne pense qu'à ton bien. Et elle l'avait cru, ce qui était le pire. Quelqu'un, dit le monsieur mince, doit faire passer cette malle-poste par le col. Oui, dit Maddox confortablement, en ajoutant une bûche au feu. Quelqu'un. Ce fut le duc qui posa la question utile. Il la posa tranquillement, en direction du banc. Et la salle se tut derrière lui, car les salles suivent la première phrase simple qu'elles entendent. Monsieur Tansey, sans parler de vous, qui dans cette région peut monter un attelage à Garrowbank ce soir, et le ramener vivant de l'autre côté. Tansey était allongé, soutenu par des couvertures, ses mains abîmées sur sa poitrine. Il prit son temps, car 30 ans sur la malle-poste apprennent à un homme le poids d'une question. Il y a un cocher dans cette maison que son père a formé pour ça, dit-il. Et j'observe ses mains depuis 10 ans. Elle s'est tenue dans cette cour chaque matin de sa vie, attendant qu'on le lui demande. Demandez-lui. La taverne se tourna, tout entière, les chaises, les ombres et le monsieur mince avec ses lettres de change. Tous se tournèrent et regardèrent Kitty Sowden, debout, une cuillère à la main. Aucune fille ne conduit la malle-poste du roi sur Garrowbank, dit Maddox, en tendant ses bottes vers le feu. Personne ne lui répondit. C'était ça l'étrange, pensa Kitty plus tard. La salle s'était tournée, prête à rire. Et le rire n'était pas venu. Tansey avait dit « J'observe ses mains depuis 10 ans ».
de la voie qu'il utilisait pour la route et le temps. Et chaque homme présent avait voyagé derrière cette voie. « Ce sera un scandale d'ici à Carlisle », dit le monsieur mince. « Une femme conduisant la malle-poste de Sa Majesté. Les mains de son père, dit Tansey au plafond. Je les certifie. » Madame Soden était apparue à la porte de la cuisine, un torchon sur l'épaule. La peur se lisait clairement sur son visage. Et puis elle fit la chose que le comté raconterait pendant 30 ans. Elle passa derrière le bar, sous le panneau de fierté. Elle tendit le bras et décrocha le fouet de son mari de ses crochets. Elle le transporta autour du bar et au milieu de la pièce, le menton haut, les yeux brillants et terrifiés. Elle le tendit à sa fille, bien droit, sur ses 2 paumes, comme un homme tend à un autre un objet qui est chargé. « Ton père a toujours dit que la malle-poste passait par le cygne, dit-elle. Va et fais de moi une honnête femme. » Le feu crépita. La salle regardait, médusée. Kitty posa la cuillère et prit le fouet. Sa main se referma sur le manche en haut, là où la main de son père l'avait poli. Il était à sa taille. Et quelque chose dans sa poitrine, qui était à genoux depuis des années, se releva. « Alors écoutez mes conditions, » dit-elle. Elle fut surprise de la fermeté de sa propre voix. « La malle-poste passe, ou personne ne passe. J'aurai mon mot à dire en haut du col, et ma décision sera sans appel. Sur le siège, ma parole est la loi de la route, peu importe qui paye, et quelle que soit son urgence. Aucun passager ne montera derrière moi ce soir, quoi qu'il offre. Les lettres peuvent être sorties d'un fossé. Les messieurs argumentent. Si la fierté du cygne restera intacte ce soir, voilà les conditions. Accordé, dit Tansey, au nom de la malle-poste. Le cocher assumera les 2 fonctions ce soir, comme je l'ai fait en montant, et j'en répondrai à l'inspecteur. Ses yeux étaient humides et parfaitement satisfaits. Et si la diligence s'embourbe, dit le monsieur mince, qui répondra de la malle-poste de Sa Majesté, je vous prie? La même personne qui répondra si elle reste dans ce hall jusqu'à dimanche, dit Kitty. Moi. C'est ça, le siège, monsieur. Le blâme est cousu dans le siège. Il l'a toujours été. Le duc se leva de la table du coin. Il s'avança dans la lumière. Et il fit la chose qui lui fit le regarder vraiment pour la première fois. Il s'adressa à elle et laissa la salle entendre, au lieu de l'inverse. « Vous aurez besoin d'une 2e personne sur le siège, mademoiselle Soden. Je suis lourd, je suis docile, et je n'ai pas peur. C'est une place rude, votre grâce, et la paye est mauvaise. La chambre des lords aussi, dit le duc de Garrodale. Et j'y ai gardé mon siège pendant 10 hivers. C'est donc réglé? Alors vous ferez l'affaire, votre grâce. » Elle le dit avant que le sens de ses paroles ne la rattrape, et la salle laissa échapper un soupir. Près de la porte, le postillon le plus âgé, 14 ans et fou de gloire, courait déjà vers la lampisterie. « Escorte par intérim, homme à l'appel, et leste, dit Tansey depuis le banc. Le corps et la feuille de route restent au cocher. » Maddox put sa chope jusqu'à la dernière goutte, la posa et étudia le feu comme s'il lui devait de l'argent. « Kitty, dit Madame Soden, très bas, sous le bruit de la salle qui s'animait. « Reviens-moi. »« Avant midi, dit Kitty, ce qui était la seule réponse utile. Et elle alla enfiler le manteau de cocher de son père. Ils lui décrivirent d'abord la route, parce que Tansey l'exigea. Et les instructions d'un cocher valent plus qu'une carte. Elle s'agenouilla près du banc dans le manteau de cocher, aux épaules à pèlerine. 3 tailles trop grands, et parfaitement ajusté. Tansey lui décrivit Garrowbank de mémoire, point par point, de la voix plate et professionnelle que 30 ans avaient polie. 5 choses entre ici et Crossgate, dans cet ordre. La longue montée, la première congère, le scar, le sommet, le virage du mur de l'église avec la longue pente en dessous. Un garde de relais attend à Crossgate et prend les sacs pour le nord. La longue montée, c'est 2 miles de travail constant au collier. Garde-les à un trot soutenu, là où les murs sont proches. La route y est dégagée, le vent la balaie. Là où les murs s'interrompent, la première congère se trouve en travers. Ça a toujours été le cas, ça le sera toujours. Frappe-la avec l'attelage frais et bien lancé, et tu en couperas la plus grande partie. Le scar est ton problème. Si la congère y dépasse les genoux des chevaux de tête, arrête-toi, creuse, et passe en les menant. Perdre 20 minutes pour sauver la nuit, c'est le calcul de la poste. Tu m'entends? Première congère où les murs s'interrompent, la couper en plein élan. Congère au scar, s'arrêter et creuser.
La porte du sommet, tu la reconnaîtras au vent qui devient fou. Arrête-toi là, quoi que fasse le ciel. Enchaîne ta roue arrière gauche, et mets le sabot dessous en plus. Ceinture et bretelles, les deux, cette nuit plus que jamais. La longue pente est verglacée sous la neige fraîche. Garde les timoniers bien en arrière dans leur avaloir. Garde les chevaux de tête juste à la limite de leur collier. En descente, tes chevaux de tête sont des passagers, souviens-toi. Et des passagers qui peuvent te tirer dans le fossé. Prends le virage du mur de l'église en biais et fais confiance à Barley. Je connais Barley. Tu lui donnais sa bouillie au seau quand tu étais haute comme ça. Et il a pris le col 200 fois avec ton père. Il va s'appuyer fort au scar. C'est son habitude. Il cherche le mur avec son épaule. Laisse-le faire. Là où Barley met les pieds, la route est. Il la regarda un long moment par-dessus ses bandages. Ton père avait tort pour le siège, ma fille. Il avait raison sur tout ce qui concernait la route. Ed tord sur la seule chose qui se tenait dans sa propre cour. Vas-y, le cygne a une fierté à défendre. La cour, à la lueur des lanternes, n'était qu'activité et fumée de respiration. Elle choisit son attelage parmi les propres chevaux de relais de sa mère, des bêtes qu'elle avait nourries, pensées et soignées. Barley alla à la rue gauche, bien sûr. 17 ans et un poitrail profond, se tenant dans la neige comme une chapelle. Un lourd rouan se plaça à côté de lui, à la roue droite, et deux baies plus légers allèrent devant, en tête. L'un honnête, l'autre jeune, et les yeux brillants d'excitation face au temps. Elle les attela elle-même, donnant les ordres, et les garçons du palefrenier accoururent à sa voix. Les timoniers entrèrent les premiers, reculant de chaque côté du timon, et leurs chaînes de timon furent accrochées. Puis l'avaloir, la large courroie qui entoure l'arrière-train d'un cheval, fut ajustée bas et bien serrée. L'avaloir retiendrait la diligence de leur jarret en descendant la pente, et une courroie lâche ce soir signifiait un coup brisé demain. Puis les chevaux de tête, les traits au bar, les rênes d'accouplement bouclées. Enfin, elle inspecta l'attelage une dernière fois avec sa lanterne, courroie par courroie. Les doigts nus indoloris. Lentement, la voix de son père dans sa tête. La cour gagne la route. Quitte. Le siège ne fait que la dépenser. Le duc sortit dans un manteau de frise emprunté avec une pelle empruntée. Il attendit qu'on lui donne du travail, alors elle lui en donna. Des briques chaudes de la cuisine dans le coffre. Les coffres de la malle-poste sanglés, bâchés et cordés, la lanterne de la cour ajustée. Il fit chaque chose rapidement, méticuleusement et presque en silence, ce qui, de la part d'un duc, était une forme de poésie. La jument baie de tête leva la tête et dansa quand la bâche recouvrit les coffres. Kitty se tint à sa joue, abaissa doucement sa tête par la tétière, et elle lui parla avec le bon sens qu'elle aurait utilisé avec une servante de cuisine nerveuse. « C'est du travail, ma belle. Ce n'est que du travail, et tu es payée en avoine. » L'oreille de la jument se tourna. Son pied se posa. Commandement et cuir. Le métier de son père, selon les termes de n'importe quel cocher. Madame Sowden sortit avec le reste du vin chaud, des couvertures, et sa peur boutonnée à l'intérieur de son bon corsage gris, où elle resterait jusqu'à midi. Maddox se tenait sous l'arche, sa pipe tirant, et offrait sa sagesse à l'air. « Vous serez de retour dans l'heure, dit-il. Si vous avez de la chance. Alors préparez un feu pour ça, dit Kitty. Elle monta sur le siège par la roue, et la cour vit la fille de l'aubergiste rassembler 4 chevaux dans sa main gauche. Ils portèrent Tansy jusqu'à la porte sur une chaise, emmitouflé dans des couvertures, le corps posé sur ses genoux. Il avait assez de prise pour le soulever. Il la regarda un moment sur le siège, le manteau de son père, le fouet de son père, ses propres mains fermes. Puis il porta le corps à ses lèvres et souffla l'appel de la malle-poste du Nord dans la cour. Un son clair et vif, 30 ans de route en 3 notes, la malle-poste avance. « Sors la Kitty !» cria-t-il, puis il toussa et souffla de nouveau. Elle les lança sous l'arche et dans l'obscurité. La neige les engloutit, et toute l'auberge se tenait dans la lumière de la porte, regardant vers le nord. Et le panneau de fierté était suspendu au-dessus du bar, sa phrase attendant de connaître son sort. Pendant le premier mile, l'attelage discuta, et elle les laissa faire, dans la mesure du raisonnable. La jeune jument baie de tête voulait galoper pour fuir la neige, ce qui est l'unique opinion d'un jeune cheval sur le temps. Le timonier Rouen voulait son écurie.
Barley voulait ce que Barley avait toujours voulu, c'est-à-dire les 100 prochains mètres, pris correctement. Kitty était assise profondément dans le manteau de son père, les rênes rassemblées dans sa main gauche. Les guides passaient entre ses doigts dans leur ordre, de sorte qu'elle pouvait tirer sur n'importe quelle bouche seule. Elle leur parlait à travers le cuir. Un peu de mou ici, une demi-once de contact là, sa main tenant le fouet, attrapant la lanière hors du vent. Quelque part après la première borne, la discussion cessa. 4 chevaux devinrent un seul animal, à 16 pattes, pesant ensemble sur le collier. Et la diligence prit vie sur elle. La route courait entre des murs de pierre sèche, faisant leur vieux travail. Ils retenaient la neige en crête le long du côté sous le vent et balayaient la chaussée entre eux. Elle lança l'attelage sur les portions dégagées et les fit marcher là où le blanc était lisse et trompeur. Elle lisait la surface à la lueur de la lanterne et au toucher. La neige qui brillait était honnête. La neige terne cachait de l'eau, ou pire, Mademoiselle Sowden. Le duc dut se pencher près d'elle et élever la voix par-dessus le vent. Il était calé à son bout du siège, son chapeau attaché avec un des cordons de bas de Madame Sowden. Il avait supporté le premier mile dans un silence respectueux. « Que puis-je faire? Restez assis, tenez-vous bien, et servez de lest, votre grâce. »« Lest, dit-il, essayant le mot. On m'a transporté à travers l'Angleterre toute ma vie, et on ne m'a jamais demandé de tirer, Mademoiselle Sowden. Vous avez engagé le lest le plus expérimenté du royaume. » Elle rit avant de pouvoir se retenir, et sentit l'attelage sentir son rire. L'oreille de Barley recula d'un pouce, vérifiant ce qui se passait sur le siège. Elle se stabilisa, et eux avec elle. « Alors tenez-vous en votre métier, votre grâce, et je me tiendrai au mien. Puis-je au moins en apprendre les termes techniques? Si je dois être un lest, je préférerais être un lest éduqué. Le côté gauche est le côté montoir. Le côté droit est le côté hors montoir. La paire de devant sont vos chevaux de tête, la paire sous nous sont vos timoniers. Et le grand monsieur du côté montoir en dessous de vous est Barley, qui a oublié plus de choses sur cette route que nous deux n'en apprendrons ce soir. Barley, dit le duc gravement, aux larges croupes sombres devant lui, je suis sous vos ordres. Edgar de Garrodale s'en tint à son métier et observa le sien. Et ce fut la meilleure observation de sa vie. Il avait grandi en second fils, second à l'école. Et quand son frère était mort, le titre lui était revenu avec l'ajustement du manteau d'un autre homme. Il savait ce qu'il en coûtait de s'asseoir à côté d'un siège toutes ces années et de s'entendre dire, gentiment, qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Il connaissait donc la taille de la chose devant lui. C'était un métier pratiqué 20 ans dans une cour murée, une maîtrise confinée à la taille d'une matinée d'écurie, et enfin lâchée sur la route ouverte. De nuit, dans le pire temps depuis 10 ans, avec la malle-poste du roi derrière. Et la maîtrise tenait. C'était la chose qu'il aurait pu regarder jusqu'au matin. Ses mains restaient calmes comme des oiseaux endormis, et l'attelage leur répondait quand même. Quand la diligence frôla le mur au virage de la carrière, elle donna au timonier un espace qu'il aurait juré qu'elle avait mesuré à travers ses gants. Et quand la première congère se dressa soudain en travers de la route, à la lueur de la lanterne, à hauteur de poitrail d'un cheval, là où les murs s'interrompaient, elle la lut à 40 mètres. Elle dit un seul mot, « enlever », et elle les lança dessus, frais, rapide et droit, exactement sur son épaule la plus basse. La diligence frappa la congère et la fit éclater. La neige déferla sur eux en une vague, sur les lanternes, dans son col, dans ses bottes. L'attelage plongea 2 fois, tira, trouva l'autre côté et repartit au trot. Et Kitty Sowden secoua le blanc de ses épaules et cria à Barley, qui s'y était appuyé de toute son honnête demi-tonne, « Bon garçon, bon garçon. » Ça, dit Edgar en crachant de la neige, c'est le plus gros travail que le lest ait fait de tout l'hiver. C'était la petite congère, votre grâce. Celle du Scar est plus grande. Combien plus grande? Nous la mesurerons avec votre pelle. La pelle est-elle fournie avec le siège? La pelle est le siège, votre grâce. Le reste, c'est de l'assise. Il rit dans le vent, et à l'intérieur de ce rire, secrètement, une chose s'installa en lui avec un déclic. Il serait désolé quand le col serait terminé. La neige s'était calmée en rafale entre les murs. Devant, la route s'inclinait sérieusement dans l'obscurité, et les lanternes éclairaient les flocons qui tombaient de sorte qu'ils semblaient monter. « Votre père a conduit sur cette route, dit-il, sur une portion au pas.
en plein effort, le souffle de l'attelage revenant sur eux. 25 ans, et mon grand-père avant lui. Du cygne vers le nord, c'était la route des Soden. Elle contrôla le cheval de tête, qui avait des opinions sur une ombre. Il m'a appris dans la cour à l'aube, avant que l'auberge ne se réveille. Chaque matin depuis l'âge de 6 ans. Puis chaque année, je demandais la route. Et chaque année, la route m'était fermée, pour mon propre bien. Le vent trouva une brèche dans les murs et les frappa. Elle le supporta. Comprenez bien, je ne dis pas qu'il était méchant. C'était l'homme le plus gentil de la route du Nord. Il était fier et effrayé en même temps. Et la peur a gagné chaque année pendant 20 ans. Puis il est mort il y a 2 hivers. Et après ça, il n'y avait plus que la cour. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce que M. Tansy ait des engelures, dit-elle, très sèchement, ce qui est une dure façon de devenir un prophète. Les murs s'écartèrent de chaque côté. La lumière des lanternes devint soudainement petite dans une grande obscurité. Et le vent les attaqua depuis un mile de lande ouverte, l'épaule en avant. Quelque part devant, par-dessus le rugissement, venait un son comme le ressac, là où le ressac n'avait rien à faire. C'était le vent qui se déversait sur le scar, et la congère en dessous, qui attendait. « Maintenant, votre grâce, » dit-elle, en remettant le fouet dans son support pour avoir les 2 mains libres. « Vous pouvez détacher cette pelle. » La congère au scar était plus haute que la tête des chevaux de tête. Elle remplissait la route d'un mur à l'autre, 40 pieds de blanc s'étendant le long, sa crête enroulée par le vent en une lèvre lisse et bleu-blanc. Elle les arrêta net, un mur avec le temps pour maçon. Kitty amena l'attelage à l'arrêt à 20 pieds de là et plaça la diligence bien droite. Puis elle resta assise un long moment, la lisant à la lueur de la lanterne, et Edgar eut la sagesse de la laisser lire. Ce qu'elle lut, c'est là où elle était mince. Le vent l'avait tassée profondément contre le mur exposé et l'avait laissé s'effiler le long du côté abrité. Et là, tout près des pierres abritées, son épaule n'était pas plus haute que le poitrail de Barley. 12 pieds à traverser, d'après l'ombre de la lèvre, et pas beaucoup plus. « Eh bien, dit-elle enfin, Tansy l'avait dit, on s'arrête, on creuse, on passe en menant. 20 minutes pour sauver la nuit, et on la prend par le mur abrité. Votre grâce. Là où elle est basse, 12 pieds à creuser, pas 40. Elle descendit du siège, les jambes raides, et se mit au travail dans l'ordre de son père, qu'elle aurait pu réciter en dormant. Les chevaux de tête d'abord. Les traits décrochés, les rênes d'accouplement passées, et les 2 baisses confiées à Edgar. Il devait les faire marcher en cercle sur le sol piétiné, les garder en mouvement, les garder au chaud, et laisser le jeune voir la pelle avant que la pelle ne bouge. Des couvertures sur les timoniers, là où il se tenait. Elle laissa Barley à sa place au timon, et le lui dit, les 2 mains un moment sur sa grosse tête simple. Les timoniers étaient l'encre de la diligence, et une encre qui tient bon vaut 2 hommes avec des cordes. Barley déplaça son poids sur ses 4 pieds, souffla une fois sur le mur de neige, l'évaluant, et resta immobile. Puis elle prit la première pelle elle-même. Ils creusèrent à la lueur de la lanterne, à tour de rôle, jetant la neige en arrière et sous le vent, là où le vent emporterait les débris au lieu de les renvoyer. Edgar creusa la face profonde, étant le plus lourd. Ses épaules valaient 2 des siennes, et elle le dit. Il répondit, haletant, ruisselant, et plus heureux qu'elle n'avait jamais vu un duc, qu'ici, enfin, était une chambre où son poids comptait. Elle tailla les côtés nets et droits, et les tailla étroits, pas plus larges qu'un cheval mené. Car une coupe irrégulière s'effondre sur elle-même, et une coupe nette tient, et chaque pied de largeur supplémentaire est 1 minute de moins pour les chevaux. Elle tassa fermement le sol au fur et à mesure. Le froid passait à travers les gants, se logeait dans les doigts et ne voulait pas en sortir. 2 fois, elle s'arrêta et le fit battre des bras pendant qu'elle faisait marcher les chevaux de tête elle-même. 1 fois, elle retourna et posa sa paume nue sous la couverture de Barley, à plat contre son épaule, pour s'assurer que la tente ne l'avait pas refroidi. Edgar creusait, et entre 2 pelletés, il la regardait gérer l'arrêt, comme il avait vu des généraux échouer à gérer une guerre. Les minutes. Elle annonçait les quarts d'heure à voix haute, pour que le travail entende son propre rythme. Les chevaux. Promener, couverts, palper, parler, chacun à son tour. L'homme, placé là où son dos était le plus utile,
et remercié en lui donnant plus à faire. Et quelque part dans le deuxième quart d'heure, il comprit, s'appuyant ruisselant sur la pelle, qu'il avait occupé des postes avec des seaux dessus et avait été moins utile de toute sa vie que depuis minuit. Les postes étaient venus avec des révérences. Celui-ci était venu avec une pelle. Et il savait lequel des deux il garderait. « Vous souriez, votre grâce, » dit-elle, en passant avec la lanterne. « Le col guérira ça. Je fais le bilan de ma carrière, mademoiselle Soden. La somme est plus petite que la congère. » « La congère diminue, dit-elle. « Creusez. Comment comptez-vous vos 20 minutes? Par une horloge d'église dans votre tête? Par les chevaux. » Elle jeta une pelletée, tassa la tranchée, en jeta une autre. Un timonier couvert qui reste tranquille tient une demi-heure avant que le froid ne passe sous la couverture. Au-delà, je dépense le cheval de demain pour acheter la route de ce soir, et c'est un mauvais commerce sur n'importe quelle route. Et où en sommes-nous? Dans la demi-heure, dit Kitty, si vous creusez plus vite. Ils avaient creusé 6 pieds sur les 12 quand des lumières apparurent sur la route derrière. 2 lanternes, se balançant, et le son d'une diligence prenant la longue montée à un rythme régulier. Puis le High Flyer sortit de l'obscurité pour entrer dans leur lumière. Maddox sur le siège, son propre attelage fumant, 2 de ses garçons de cour derrière avec des pelles visibles par-dessus le garde-corps. Il arrêta sa diligence derrière la malle-poste. Un instant, les 2 sièges de cocher se regardèrent à la lueur des lanternes, et le vent fut le seul à parler. Puis Maddox descendit lourdement. Il prit une pelle de sa propre diligence et fit descendre ses 2 garçons avec les leurs. Il entra dans la tranchée qu'elle avait creusée, en regarda un instant les parois nettes, et se mit à creuser. Il creusa sans qu'on le lui demande, et il creusa bien. Et il ne dit qu'une seule chose pendant tout ce temps, à personne en particulier, entre 2 lancers. « J'ai suivi votre trace depuis la carrière. La route s'ouvre derrière vous. » Après cela, ce furent 5 pelles travaillant sur la même face étroite, et le travail avança à plus du double du rythme. Kitty laissa à l'homme son silence pour travailler, car c'était manifestement assez dur pour lui sans public. Le passage fut ouvert en moins d'une demi-heure. La lèvre de la congère s'effondra dans un dernier rugissement doux, et la route au-delà apparut, noire et balayée, par le même vent qui avait construit le mur. Puis ils élargirent la tranchée juste assez pour les roues. Elle mena elle-même les chevaux de tête de la malle-poste à travers la tranchée, puis fit suivre la diligence avec les seuls timoniers. Elle les attela de nouveau, avec Edgar tenant les lanternes et les barres. Puis elle inspecta l'attelage une fois de plus, les doigts insensibles et la voix gardée calme pour le bien des chevaux. Maddox se tenait à la tête de ses propres chevaux et regardait la malle-poste se préparer. Et quand elle monta sur le siège par la roue, il retira sa pipe de sa bouche. « Le High Flyer est une diligence de jour, dit-il. Je la monterai à la lumière du jour, sur votre route. Une pause, le temps d'avaler quelque chose. Faites attention à l'église au virage de Hag. Le verglas commence au niveau du mur du cimetière. J'y ferai attention, dit Kitty, et elle lança l'attelage. Et la malle-poste passa le scar et sortit sur la haute lande avec le vent arrière pour la première fois de la nuit, poussant fort sur le coffre. La porte du sommet était ouverte, enneigée jusqu'au gond, et le vent à travers la porte était un cri sur une seule longue note. Puis ils la franchirent et dépassèrent les pierres de la crête, et le hurlement cessa. Il cessa si complètement qu'ils se baissèrent tous les 2, comme si le silence avait été un projectile. La rafale s'était épuisée contre l'autre versant du col. Le ciel se déchira au-dessus de leur tête d'ouest en est, et la nuit devint soudainement, sauvagement claire. Un grand gel de fer, et chaque étoile sortit jusqu'à la dernière, et la plus petite, brûlant d'un éclat constant. « Halte ici !» dit-elle, à moitié à l'attelage, et ils s'arrêtèrent, fumant. En dessous d'eux s'étendait le nord. Le clair de lune se levait de la neige, jusqu'à ce que tout le paysage donne plus de lumière que le ciel. Colline après colline s'étalait, blanche et ombrée de bleu. Les vallées couraient, noires entre elles. Une rivière apparaissait en méandre d'argent mat. Et au loin, petite, orange et courageuse, les lumières des villes où la malle-poste se rendait. « La chaîne d'abord, » dit Kitty, parce que la fille de son père le disait avant toute autre chose. Elle descendit, et Edgar descendit après elle. Entre eux deux, sur ses instructions et par sa force, ils bloquèrent la roue arrière gauche. La chaîne passa sur la jante,
à travers les rayons, et fut tirée fermement jusqu'à l'agrafe et vérifiée 2 fois. Une roue enchaînée de cette façon ne peut pas tourner. Elle ne peut que déraper, et c'est ce dérapage qui retient une diligence dans une pente. Puis ils suspendirent le sabot de frein à son crochet sous le coffre, où une seule traction le mettrait en place. Elle laissa l'attelage respirer et desserra les chaînes de timon des timoniers d'un maillon pour la descente. Barley lui donna un coup de son grand nez romain sur l'épaule et commença à mordiller les cordons de sa capuche avec ses lèvres, un vieux crime de l'époque où il buvait au seau. Et elle s'appuya sur lui un moment, juste un moment, avec les étoiles sur eux deux. Edgar se tenait près de la roue avant et apprit que le repos est un travail. Et la femme qui riait doucement d'un cheval mangeant les cordons de sa capuche avait été méprisée par la moitié des cochers du comté. Il avait été dans la pièce pour ça. Il avait l'intention d'être dans la pièce pour les excuses. L'attente était nécessaire. Les chevaux doivent respirer avant une descente. C'est le métier et c'est la loi. Elle prit le sac du siège et passa le long de la rangée, donnant à chacun des 4 une poignée d'avoine, Barley en dernier, et le plus longtemps. Et ils se tinrent tous les deux près de la roue avant, dans le silence énorme, avec le nord à leurs pieds. « J'ai possédé des terres dans ce pays toute ma vie, » dit Edgar, sa voix étrange et proche après 5 heures de rugissement. « Je l'ai vu de toutes les fenêtres que je possède. Je ne l'ai jamais vu une seule fois. Vous le voyez depuis le siège du cocher, » dit-elle. Le pays était là depuis le début, votre grâce. Il ne lui manquait que le siège. Il resta silencieux un moment. Elle retira son gant et passa le long de la rangée, posant sa paume nue sur chaque poitrail pour sentir la chaleur en dessous, se tenant à chaque tête pendant que les grands poumons ralentissaient. Cheval essoufflé lancé dans une descente verglacée est un accident déjà arrivé. Loin en dessous, un chien de ferme aboya à la lune et se ravisa. « On me dit que je suis né pour tout ça, » dit-il. « Je suis né à côté. Mon frère est né pour ça. Puis un mauvais janvier a fait de moi Garrowdale. Et chaque homme qui avait parlé par-dessus ma tête a commencé à parler à mes bottes à la place. Il tourna le support du corps avec un doigt, un homme qui tripote quelque chose pour garder sa voix stable. Alors quand Tansy a dit sa phrase ce soir, j'ai su ce que j'entendais. J'ai pensé, elle aura au moins un témoin. Le reste, je l'ai appris sur la route depuis. Le reste, dit-elle, que les cochers du comté sont des imbéciles, dit-il, et que j'ai gaspillé une bonne partie de ma vie à l'intérieur. Il la regarda au lieu de regarder le pays. La lune était sur son visage, et le gel avait mis du blanc dans la fourrure de sa capuche. Elle avait une traînée de suif sur une pommette à cause de la lanterne. Et il choisit, comme un homme signe son nom, de continuer à regarder. J'appellerais ça un vol, mademoiselle Sowden. Sauf qu'un vol enlève quelque chose. Et c'était pire. Ils l'ont laissé là où vous pouviez le voir chaque matin de votre vie. Chaque matin de ma vie, acquiesça-t-elle, et entendit sa propre voix sortir claire au lieu de sèche. Vous êtes la première âme à le dire à voix haute. Je m'étais assuré que le désir était invisible. Il semble qu'il n'était que non mentionné. Kitty Sowden avait une réponse, et pour la première fois cette nuit-là, ses mains étaient plus sûres que sa langue. La minute s'arrêta. Les étoiles brûlaient. Le souffle de l'attelage montait en une seule colonne, comme la fumée d'une bonne maison. Et elle se rendit compte qu'elle s'était tournée, et que son visage était plus proche que le visage d'un duc n'avait le droit de l'être, et que le froid était devenu très local et sans importance. « Votre grâce », commença-t-elle. L'ouest s'éteignit. Elle le vit par-dessus son épaule. Les étoiles s'éteignaient en une ligne dévorante, bas à l'horizon, colline par colline. Un mur de rafales arrivait de la mer à l'ouest, d'un blanc aveuglant, mangeant le pays à mesure qu'il avançait. À 20 minutes tout au plus, et la longue pente en dessous d'eux était glacée comme du verre sous sa nouvelle neige. Le temps, dit-elle, et la minute était terminée. Elle était sur la roue, le cœur battant fort pour 3 raisons, et une seule d'entre elles était météorologique. Descendons le col avant lui, le sabot en place, votre grâce. Laissez-le tomber sous la roue pendant qu'elle roule. Et puis montez et tenez-vous très, très fort. Le lest, dit Edgar, en tirant le sabot de frein dans la neige, fait son meilleur travail en descente. Et il se hissa à côté d'elle alors que la diligence s'ébranlait. Et la malle-poste passa la crête de Garrowbank avec tout le nord blanc qui attendait pour la rattraper. La descente est le moment où la conduite cesse d'être une force et devient une religion.
Elle avait les timoniers rassemblés sur leurs hanches, profondément dans l'avaloir. Tout le poids lent de la diligence et des malles reposait sur ces deux larges croupes, et la roue enchaînée creusait son sillon mort derrière. Elle menait les chevaux de tête avec le contact le plus léger d'Angleterre, leurs traits se balançant mollement. Ils étaient deux passagers avec des jambes, selon les mots de Tansey, gardées pour un seul usage, pointer le nez de la diligence où elle le choisissait. Et elle prenait la route en biais. C'est-à-dire qu'elle gardait ses roues hors de la chaussée et des traces polies, sur le côté rugueux et non usé où la surface avait encore une certaine adhérence. Chaque mille d'entraînement à l'aube dans la cour était éveillé dans ses bras et gagnait enfin sa vie. La première pente se passa sans encombre. La deuxième se passa sans encombre. Tout son corps écoutait à travers le cuir. Au virage de Hague, l'église se dressa, noire, sur leur droite, avec le mur de son cimetière brillant. Et au niveau du mur, exactement là où Maddox le lui avait indiqué, le verglas commença. Elle le sentit arriver à travers les rênes, avant que quoi que ce soit ne soit visible. Une anomalie dans la diligence elle-même, un allègement, la traînée de la roue bloquée devenue lisse et avide. Le sabot avait cessé de mordre. 60 quintaux de diligence et de malles firent une longue glissade soyeuse vers le mur du cimetière. « Dérapage », dit-elle, d'un ton neutre. Car un cri sur le siège se propage le long de 4 échines en une demi-seconde. « Penchez-vous bien à gauche, votre grâce. » Edgar jeta son poids à gauche sans poser de questions. Elle laissa au timonier une demi-foulée de liberté. C'est contre tout instinct du bras humain qui hurle de tirer en arrière. Et tirer en arrière ne fait que bloquer un attelage qui glisse dans une luge. Puis elle pointa les chevaux de tête carrément en travers de la pente de la route et demanda à Barley. Barley s'inclina. Le vieux briscard appuya son épaule gauche contre la glissade. Comme il l'avait fait contre 200 hivers sur cette même colline, il posa un pied arrière sur la crête de gravats au sommet de la route, là où la glace était mince, et tint bon. Le Rouen comprit son intention une fraction de seconde plus tard. La diligence sortit de sa glissade dans un long balancement frémissant. Le mur remplissant la lumière de la lanterne gauche puis en sortant. Et ils étaient de nouveau pointés droit dans la descente, avançant lentement, tout debout, tout entier. Kitty laissa échapper un souffle qui sortit blanc et saccadé. « Bon garçon » cria-t-elle. « Bon garçon, Barley. » Et à l'homme à côté d'elle, toujours penché à gauche avec les deux mains pleines de garde-corps. « Vous pouvez reprendre votre rôle de lest, votre grâce. » Puis-je dire, en bas. La dernière pente de la longue pente était la pire de la route, et elle la prit selon le livre écrit par son père. Elle s'arrêta à son sommet, sur un plat où la glace cessait. Elle descendit, inspecta les jambes de l'attelage avec la lanterne, et mit Edgar à la deuxième chaîne. La roue arrière droite cette fois, bloquée pour correspondre à sa jumelle. Les deux roues étaient maintenant mortes, et la diligence était une luge de pierre avec les timoniers pour conscience. « Marchez du côté amont de la roue gauche, lui dit-elle, et gardez plusieurs bons pieds entre vous et le pneu. Portez la chaîne de rechange traînant de vos mains, jamais sur votre épaule. Une chaîne sur l'épaule d'un homme qui s'accroche emporte l'homme avec elle. Si le sabot dérape à nouveau sur cette pente, je crierai. Vous jetterez l'extrémité libre sur la route, devant le pneu, et vous écarterez avant qu'elle ne morde. Un pneu qui roule garde tout ce qu'on lui donne. Sur ma parole, et ma parole seulement. Sur votre parole, dit le duc de Garrodale. Il prit la chaîne et descendit le quart de mille le plus raide du nord à côté de la roue gauche de la malle-poste du roi et à l'écart d'elle, dans un manteau emprunté, observant la main droite d'une femme pour ses ordres. À mi-descente, le sabot retrouva le verglas. La diligence dérapa, d'un mouvement soyeux et détestable. Les timoniers se jetèrent en arrière sur leurs hanches, jusqu'à ce que leur courroie d'avaloir chante. Kitty Sowden lut la glissade dès le premier pied et cria, d'une voix claire dans le froid, « Maintenant, votre grâce !» Il jeta l'extrémité libre sur la route devant le pneu et s'écarta avant qu'il ne bouge. La roue roula dessus et mordit le fer sur la pierre. La diligence s'arrêta avec une secousse qui fit claquer toutes les boucles de l'attelage. Puis, lentement et en grinçant, dans une gerbe d'étincelles bleues, la malle-poste descendit le reste de la pente au rythme d'un enterrement et avec la sécurité d'un. Qu'elle déboucha sur la pente plus douce en dessous, où la neige recommença à tomber, grasse, paresseuse et vaincue. Ils déchaînèrent à la borne, à la lueur de la lanterne,
tous deux maladroits de leurs doigts, et il y a une sorte de fatigue qui côtoie le rire, et ils étaient dedans. « Vous pouvez le dire maintenant, » dit-elle, en détachant le crochet de la chaîne, « ce que vous aviez commencé à l'église. Seulement que j'ai assisté à 10 ans de premier discours à la Chambre des Lords, » dit Edgar. « Et maintenant, votre grâce est la plus belle chose que l'on m'ait dite en public. C'était un ordre, votre grâce. » Je sais que c'était un ordre. Personne ne me donne d'ordre. Il s'avère que je les prends magnifiquement. Cette nuit a été riche en découvertes. La rafale les trouva enfin sur la route basse, où ce n'était que de la neige sur un terrain plat, et l'attelage continua vers l'odeur d'un relais et d'un feu. L'aube arriva, grise et lente, alors que les murs se resserraient à nouveau près du péage de Crossgate. Les lanternes de la barrière apparurent à travers le blanc qui tombait. À côté d'elles se tenait le garde de relais pour l'étape du Nord, emmitouflé jusqu'aux yeux, tapant du pied, sa montre à la main. Kitty tendit la main vers le corps dans son support. Puis elle s'arrêta et le donna au duc. « Annoncez-nous votre grâce. » Edgar de Garrodale porta le corps de la malle-poste à ses lèvres et produisit un son avec une oie mourante à une extrémité et une petite guerre à l'autre. Les chevaux de tête firent un bond de 2 foulées en pure horreur. Le gardien de la barrière sortit de sa porte en courant, son bonnet de nuit sur la tête. Edgar abaissa le corps, l'examina avec la gravité d'un homme trahi par un allié, et essaya de nouveau. La deuxième tentative avait tous les défauts de la première, avec un nouveau en plus. Kitty Sowden se mit à rire. Cela venait de toute la nuit, le scar, le mur de l'église, les courroies d'avaloir qui chantaient. Cela la prit par les côtes et la secoua, et elle rit avec des larmes gelant sur ses cils, tandis qu'elle amenait l'attelage dansant jusqu'à la barrière. Le duc, blessé, souffla une 3e fois, pire que les 2 autres réunis, et le garde de relais se tenait sur la route, sa montre sortie, criant à travers la neige la seule phrase qui manquait à la nuit. La malle-poste est à l'heure, mais qui diable est en train de sonner? Les sacs et les coffres furent transférés, les sceaux montrés, la feuille de route signée, les billets de banque, les envois d'argent des soldats et les commis amoureux du Lancashire partirent vers le nord sur des roues fraîches avant que la lumière ne soit pleine. La dernière chose qu'ils virent de la malle-poste fut ses lanternes se balançant à travers la barrière, et le corps du garde de relais sonnait correctement et avec une touche d'instruction pointue, s'éteignant sur la route de Carlisle. « Pour ma défense, » dit Edgar, « l'instrument est endommagé. »« L'instrument a peur, » dit Kitty, et elle retourna son attelage fatigué vers la maison. À l'auberge de la barrière, ils firent ce qui était dû à la cour, et elle ne laissa ni la faim ni un duc presser les choses. L'attelage sortit du harnais, fumant, et tous les 4 furent frictionnés vigoureusement. Avec des bouchons de foin tordus serrés et travaillés à rebrousse-poil jusqu'à ce que la peau sèche en dessous. Les jambes furent palpées du genou au sabot. Les couvertures furent mises. Puis vint la bouillie chaude, du son et de l'avoine concassée avec la vapeur s'élevant des seaux. Ed Barley avec tout son visage dans le sien et une oreille toujours tournée vers sa voix. Edgar frictionna le rouan sous instruction. Le palefrenier de l'auberge lui dit que votre grâce faisait un bon garçon d'écurie pour un débutant, et il parut plus satisfait de cela que de tout ce qu'on lui avait jamais dit à l'intérieur. Ce n'est que lorsque le dernier seau fut vide qu'ils s'assirent, et Kitty découvrit que ses doigts ne pouvaient plus se fermer autour de la tasse. Ils avaient tenu 4 bouches toute la nuit et creusé 12 pieds de neige, et ils en avaient fini avec elle. Edgar ne fit aucun discours à ce sujet. Il plaça la tasse au creux de ses paumes et les referma dessus. Une main, puis l'autre, et il les maintint là jusqu'à ce que la chaleur pénètre. Elle s'endormit avant qu'elle ne refroidisse, assise, sous son manteau. Et il n'appela pas cela une prise de possession, et elle ne le prit pas comme tel. Ils dormirent 2 heures sur des chaises près du feu de l'auberge, droits comme des i et respectables, et ils revinrent par le col en fin de matinée sur leur propre route. La congère était maintenant coupée comme une porte, la pente sablée par les péagers, la journée bleue et aveuglante. 6 heures de guerre nocturne s'étaient transformées en 1 heure et demie de calme brillant. La route avait parlé avant eux, de barrière en barrière, plus vite qu'ils ne l'avaient conduite. Ils passèrent sous l'arche à midi, et la cour était pleine, et la taverne se vida dedans avant que les roues ne s'arrêtent de tourner. Le monsieur mince, dont les lettres de change étaient finalement allées à Carlisle, commença une sorte de discours et fut couvert par le bruit.
Les postillons touchèrent la diligence à son passage, respectueux, l'un après l'autre, comme des pèlerins touchent un sanctuaire. Et Madame Sowden se tenait sur le seuil du cygne, les mains dans son tablier. Kitty descendit du siège, lasse, sale et glorieuse, et fut accueillie, écharpe et tout. Par-dessus l'épaule de sa mère, elle vit le banc transporté jusqu'à la porte avec Tansy soutenu dessus, des larmes coulant franchement dans sa barbe naissante. « J'ai entendu la cloche du relais sonner, dit-il, et j'ai dit à la cuisine, c'est une allure de Sowden pour rentrer à la maison. » Le verglas commençait au niveau du mur de l'église, où Maddox l'avait dit, lui dit-elle, agenouillée près du banc, toujours avec ses gants, car il voudrait la route avant de vouloir la gloire. Le sabot a dérapé au virage de Hague. Barley a corrigé la glissade, et nous avons bloqué les 2 roues arrière pour la dernière pente et l'avons descendu sur les chaînes. « Les 2 roues, dit Tansy, savourant le mot. « Oui, c'est le prix du col sur le verglas, et votre temps, à la minute près sur la feuille de route. » Pendant 25 ans, j'ai entendu son père dire ces mots dans cette embrasure, dit Tansy à toute la cour. Sa voix était soudainement brisée par l'émotion. Et j'ai vécu assez longtemps pour les entendre une deuxième fois. Le High Flyer chargeait dans la 2e cour, en partance pour le nord. Maddox traversa les pavés à travers la foule qui regardait, ôta son chapeau et se tint tête nue devant la fille de l'aubergiste dans le manteau de son père. J'ai conduit sur ce col pendant 30 ans par tous les temps, et ce que vous avez descendu la nuit dernière, j'aurais juré sur ma licence que c'était impossible, dit-il. Je le raconterai dans toutes les tavernes d'ici à Setterby, et je le raconterai bien. Vous avez bien creusé, dit Kitty. Ce qui, entre cochers, vaut tout un paragraphe. Et Maddox remit son chapeau et partit vers le nord. À l'intérieur, toute l'auberge les suivant, Madame Sowden prit le fouet des mains de sa fille. Elle le raccrocha à ses 2 crochets en fer sous le panneau de fierté. Puis, tandis que la salle regardait, elle alla chercher le petit pot de peinture noire et le pinceau fin derrière le comptoir. Elle traîna un tabouret et monta dessus sans aide à 54 ans. Et elle peignit, d'une main soignée mais peu habituée, une 2e ligne sous la phrase de son mari. Et une fois par la main de Kitty Sowden. « Voilà », dit-elle en descendant. « Maintenant, le panneau est honnête, l'auberge est ouverte, et tous ceux qui regardent peuvent acheter leur dîner. » Le dégel arriva la dernière semaine du mois. Les routes s'ouvrirent et les voyageurs bloqués reprirent leur chemin. Le monsieur mince laissa une guinée pour les postillons et ses compliments au cocher de l'établissement. Le monde reprit son cours. Le duc de Garrowdale resta. Il fit venir une malle. Il loua ses chambres au mois. Quand on lui demandait, il offrait 3 raisons en 15 jours. La route du Nord, les canalisations de Setterby et l'avis de son médecin sur l'air de la montagne. La cuisine nota chaque excuse plus mal que la précédente et paria discrètement sur la vérité. Il lui fit la cour de la seule manière qu'elle aurait pu supporter, c'est-à-dire en se rendant utile, à la vue de tous. Il apprit le signe. Il porta, tira, répara. Il se tint au relais avec une montre et apprit pourquoi 50 secondes sont une question de fierté. Il s'assit avec Tansy, dont les mains se remettaient lentement à travers un printemps de démangeaison rebelle, à l'exception d'un bout de doigt, et on lui enseigna le harnachement sur un banc, boucle par boucle, jusqu'à ce que le vieux cocher le déclare apte à se voir confier du cuir. Il mit discrètement son propre argent dans la souscription du comté pour le sablage de la route à péage, et son propre dos, bruyamment dans l'inondation de mars, quand le ruisseau monta dans la cave. La cour, qui avait voté pour lui depuis la nuit où il avait pris le côté lourd du banc, le confirma. Le salon désespéra de lui. Le comté parlait. Le duc dans une auberge relais, la fille qui conduisait la malle-poste, ce que sa mère aurait dit. Et il obtint la même réponse partout au signe, un haussement d'épaule et le prix du dîner. Elle le trouva un matin d'avril en train de réparer la charnière de la demi-porte de Barley, les manches retroussées. Elle resta à regarder un duc visser une vis avec la langue entre les dents. « Votre grâce est depuis près de 3 mois dans une auberge de relais, dit-elle. Les canalisations de Setterby doivent être en mauvais état. Ruineuse, dit-il, en visant le long de la charnière. Je m'attends à être retenu tout l'été. On en parlera dans le comté. On en parle à la Chambre des Lords, dit-il. J'ai reçu une lettre mardi, me demandant si je m'étais lancé dans le métier de cocher.
J'ai répondu que j'étudiais sous la direction du meilleur cocher du Nord et que j'espérais, avec le temps, obtenir la ligne des colis. Tansy dit qu'avec 10 ans d'application, vous pourriez faire un homme de côté droit. Tansy m'a dit 5 ans en face. Tansy, dit Kitty, est un flatteur avec les ducs et un cocher avec moi. Et vous pouvez décider vous-même lequel de nous deux obtient la vérité. Et que me dit Barley? Barley a été soudoyé avec des carottes au-delà de tout témoignage. Et vous le savez bien, car j'ai vu l'état de vos poches. Un homme courtise toute la maisonnée, dit Edgar, sans honte. Elle rit, puis entendit la chose sous le rire, et se força à le dire. Car elle était la fille de sa mère aussi bien que celle de son père, et les gens du cygne faisaient face à leur compte. Edgar. La première fois, son prénom flotta dans l'air de la cour entre eux, et ses mains s'immobilisèrent sur la porte. Il y a un long chemin de cette cour à Garrowdale. Vos gens portent de la soie le mardi. Je sens l'huile de pied de bœuf et le son. Ma mère sert de la bière. Et chaque douairière de 3 comtés dira que le duc de Garrowdale a été bloqué par la neige dans une auberge relais et a perdu la tête pour la fille de l'aubergiste. Il posa le tournevis, vint se tenir droit devant elle et prit ses 2 mains, gantées et nues. Il les leva un peu entre eux, comme une preuve. Le siège du cocher revient à celui en qui les chevaux ont confiance, et les chevaux avaient décidé il y a des années, dit-il. La cour de votre père le savait, avant que vous n'ayez 10 ans. La malle-poste le sait. Chaque âme sur le col, cette nuit-là, le sait. Il ne reste plus qu'à l'enseigner au comté. Et je suis un professeur très patient, avec un titre sonore. Garrowdale est un siège, Kitty. Les hommes sont placés et retirés des sièges en fonction de leur naissance. Et j'ai détesté ça toute ma vie. Et voici la seule personne que j'ai jamais rencontrée à qui un siège est revenu honnêtement, par le travail de ses mains, dans les intempéries, devant des témoins. Il prit une inspiration. Épousez-moi, gardez vos routes, conduisez jusqu'à Garrowdale, le jour de notre mariage, avec la bénédiction de votre mère et le fouet de votre père. Et laissez les douairières dire ce qu'elles veulent, au rythme qu'elles peuvent tenir. Ce qui, d'après mes observations, est une marche au pas. Les têtes de l'attelage étaient passées par-dessus les demi-portes le long de la rangée, les oreilles dressées vers le couple si immobile en une matinée de travail. Barley se pencha, attrapa les cheveux d'Edgar avec ses lèvres et tira, une fois, plein d'espoir et d'impolitesse. « Voilà le verdict de votre comté, » dit Kitty, chancelante, riant, ses mains se tournant dans les siennes et les serrant. « Oui, puisque vous le demandez dans la cour, en plein jour, devant des témoins. Oui, Edgar, oui au pas, oui au trot, et oui dans la longue pente avec les 2 roues enchaînées. Votre mère devra peindre une 3e ligne, dit-il, chancelant lui-même maintenant. Et elle a appris à un duc à être utile. Pour celle-là, dit Kitty, elle voudra de la feuille d'or. Il l'embrassa alors, entre les écuries et la pompe, sous une salve d'acclamations entièrement non professionnelle de la porte du Fenil. Ed Barley, privé des cheveux, souffla un long jugement humide sur le couple et retourna à son foin. « Je vous préviens, dit-elle, contre la frise de son manteau. Le comté dira que c'est une merveille de 9 jours. Le comté est le bienvenu. J'ai fait le calcul, et un mariage contient beaucoup de 9 jours. Et quand les douairières viendront vers moi au pas, lancez l'attelage, dit Edgar, et prenez le col. La veille du mariage, dans le salon avec la robe suspendue à la porte, Kitty posa à sa mère la question qu'elle portait depuis l'hiver. « Pendant 20 ans, il m'a dit que le siège était pour mon propre bien, et tu n'as rien dit. Puis Tansy a dit une phrase, et tu as traversé cette pièce avant qu'elle ne finisse de résonner. Pourquoi cette nuit-là, mère ?» Madame Sowden continua son ourlet un moment. « Parce qu'il me l'a demandé, dit-elle. Son dernier hiver. Il a dit, si jamais la route la réclame de mon vivant, garde-la près du feu, mon amour. Mais si la route la réclame après, le fouet est derrière le bar, et tu reconnaîtras la nuit quand elle viendra. » Elle coupa son fil avec ses dents. Il m'a fallu 2 ans pour lui pardonner de m'avoir laissé la décision. Puis la malle-poste est arrivée anormalement, et Tansy a dit sa phrase. Et il y avait ton visage au-dessus de cette cuillère. Il y avait très peu de décisions à prendre à ce moment-là. C'était surtout de la marche. Ils se marièrent en juin, dans la petite église au pied de la vallée. Les portes ouvertes sur un temps verdoyant, et la moitié du commerce routier du Nord
entassée dans les bancs du fond, sentant le savon de sel et le dimanche. Madame Sowden mena sa fille à l'hôtel. Elle avait armé la fille une fois cette année, dit-elle, et elle finirait ce qu'elle avait commencé. Elle remonta l'allée en soie grise, le menton à l'angle qu'il avait tenu en traversant la taverne avec le fouet. Elle mit la main de Kitty dans celle d'Edgar et dit, assez fort pour les bancs du fond, « Attention, elle vient avec un attelage. »« Je prendrai toute la lignée, madame, » dit Edgar. « Vous prendrez sa parole sur une route, » dit madame Sowden. « C'est le vœu sous le vœu. Je l'ai appris sur le col, madame, à la deuxième tentative. Alors vous tiendrez, dit-elle, et elle alla à son banc, son mouchoir sorti et la tête haute. Tansy était assis, guéri, au deuxième rang, et chanta le psaume d'une voix formée au corps. Après, dans le cimetière, il réclama son dû. Une dernière étape, dit-il, debout près de la diligence de mariage, son chapeau à la main et ses vieux gants. Vous permettrez à un homme de prendre sa retraite avec style. Ce fut donc Tansy sur le siège de la diligence fleurie sortant du cimetière. 30 ans de la malle-poste du roi, assis aussi droit que ses articulations gelées le lui permettaient, et la nouvelle duchesse de Garrowdale à côté de lui dans sa robe de mariée. À la borne de mi-parcours, par un arrangement que personne ne les avait entendus faire, Tansy amena l'attelage à un pas régulier, et sans s'arrêter, il lui plaça les rênes dans les mains, dans leur ordre correct. « Les poignets bas, madame », dit Tansy, en se reculant. 30 ans de siège dans ces mots. « Oui, vous ferez l'affaire. Vous aviez un bon maître. J'en ai eu 2. Vous en avez eu 2, acquiesça-t-il. Et le premier d'entre eux regarde, si l'autre monde a le moindre sens de la route. Et je parierais qu'il trouvera le siège du cocher là-bas. » Ce fut donc Kitty qui conduisit sa propre diligence de mariage sur la dernière partie de la route vers Garrowdale. Son mari à l'intérieur, la fenêtre baissée, criant des instructions inutiles, en jouant le rôle d'un passager nerveux. Et Tansy à côté d'elle, prétendant que c'était le vent dans ses yeux. Le nouvel ordre du monde s'installa pour la Saint-Michel, tranquille, confortable et fonctionnel. Le cygne resta à sa mère et prospéra. La clientèle de Garrowdale passait par sa cour. Les diligences de Londres apprirent que le relais sous le col était le plus rapide du Nord et la bouillie la plus chaude. Et Madame Sowden dirigeait tout depuis derrière le panneau de fierté, avec ses 2 lignes peintes. L'entrepreneur de la malle-poste inscrivit Kitty Sowden sur la liste de relève pour Garrowbank, et le certificat de l'inspecteur de la poste était accroché à côté du panneau de fierté du cygne. Garrowdale, la duchesse gardait son propre attelage dans son propre bloc d'écurie, et elle conduisait sur ses propres routes par tous les temps, à l'alarme des médecins et au divertissement durable de la vallée. Le comté vint lui rendre visite le premier mois, préparé à rencontrer une fille d'aubergiste. Et ils rencontrèrent une jeune femme au dos droit qui parlait de chevaux avec les maris et de prix avec les épouses, et qui se révéla alarmant difficile à condescendre, surtout au trot. Edgar donna un ordre permanent la première semaine, et le donna à voix haute, à l'intendant, dans le hall. Affichez ceci ici et dans les écuries. Aucun voyageur, de quelque condition que ce soit, ne doit jamais être renvoyé de la porte de Garrowdale par mauvais temps. Si ça coûte, ça coûte. J'ai été moi-même un homme bloqué dans une auberge sous Garrowbank, et cela a fait toute ma fortune. L'ordre resta en vigueur pour le reste de sa vie. La sonnette près de la loge du gardien eut une lanterne au-dessus, maintenue allumée d'octobre à avril. Et la vallée apprit à appeler une nuit difficile, une nuit de Garrowdale, signifiant des fenêtres laissées allumées pour être vues de la route de la colline. Dans le meilleur enclos, celui du sud avec le marronnier et la vue sur la route, Barley paissait sa retraite. Il était devenu corpulent et puissamment satisfait de lui-même. Il y avait une plaque de laiton sur sa barrière, polie par les garçons d'écurie parce qu'ils le voulaient bien. Il y était écrit « Barley, timonier gauche ». Il est tenu. La première grosse neige de l'hiver suivant tomba un vendredi de décembre. Et la duchesse de Garrowdale était au cygne quand elle arriva, prenant le thé dans le salon de sa mère, avec ses bottes séchant près du feu. Elle entendit la malle-poste du Nord avant que la cloche de la cour ne la sonne. 4 chevaux au trot enlevés, les 3 notes du corps lancées en avant à travers le blanc qui s'épaississait. Le relais sortant avec l'attelage frais, 50 secondes de fierté pour chaque homme. Une vieille musique. Elle sortit avec son thé à la main pour l'entendre,
Le problème se tenait à la tête des chevaux de tête frais. Le cocher régulier de la malle-poste était alité à Setterby, avec une clavicule cassée. À sa place, ils avaient envoyé un jeune d'environ 19 ans, capable par une soirée ordinaire. Et il se tenait là, regardant la route vers le col, le visage de la couleur du ciel. Le propre garde de la malle-poste vérifia sa montre à l'arrière, entièrement satisfait de ses propres arrangements. Le jeune enfila ses gants et les retira, et toute la cour vit la nuit peser sur sa poitrine. Kitty Sowden regarda la route. Elle regarda le garçon. Elle posa la tasse de thé sur le montoir. « Depuis combien de temps sur la malle-poste » lui dit-elle, gentiment, en détachant déjà son beau chapeau. « Deuxième année, votre... Madame. Madame. » Il se décida pour les trois. « Deuxième année sur la ligne du Nord. Eh bien, alors, il y a des hommes au chaud près des feux, le long de cette route, qui ont juré que le col était au-delà de mes capacités. Ils avaient tort, et vous entendrez à quel point ils avaient tort en chemin. Une étape. Vous monterez derrière, observerez la ligne que je prends, et vous ferez passer la malle-poste du Nord vous-même au prochain relais. Le col peut s'apprendre. Je le connaissais entièrement à votre âge, et je l'avais appris d'un livre appelé Mon Père. Et jeune homme, la peur est le bon début. Elle garde vos mains douces. Mère, le manteau de mon père, et le fouet. Madame Sowden était déjà à l'intérieur, tendant la main vers les crochets. « Et je vais chauffer vos briques », cria-t-elle en retour, de la voix d'une femme qui avait renoncé à se disputer avec le temps depuis 30 ans. « Madame, » réussit à dire le jeune, à côté de la roue, « est-ce vrai, ce qu'on raconte de la nuit où la malle-poste est montée dans la grande neige? Vous l'entendrez depuis le siège, dit la duchesse. Ça s'améliore avec le temps. » La cour s'activa autour de la diligence, des couvertures, des lanternes et des briques chaudes passées de main en main, et la duchesse de Garrowdale sortit dans le vieux manteau de cocher à pèlerine, enfilant ses gants. Elle monta sur la roue de la malle-poste du roi, tandis que sa propre mère tenait la lanterne gauche bien haut. Dès la taverne, enfilant son grand manteau, sans qu'on le lui demande, sans se presser, certain de sa place, sortit le duc. Il monta à côté d'elle, et le jeune conducteur, grimpant derrière pour regarder et apprendre, vit un duc attacher son chapeau avec une ficelle, sans qu'on le lui demande et avec expertise. « Votre grâce a donc l'intention de venir, dit-elle, rassemblant les rênes dans sa main gauche, sentant le cuir pour 4 nouvelles bouches dans la neige qui tombait. « Ma femme emmène ma malle-poste sur Garrowbank, dit Edgar. Où d'autre en Angleterre serais-je assis? Il fera froid, votre grâce. » Il faisait froid la première fois. J'ai rarement eu plus chaud de ma vie. Et le jeune monte derrière. Alors le jeune, dit le duc, par-dessus son épaule, pourra regarder et apprendre ce que j'ai appris sur cette route. Asseyez-vous là où l'on vous fait confiance, et soyez utile. Alors, vous connaissez vos devoirs, à la lettre. Derrière eux, le garde prit sa place réglementaire, et le corps avec, instrument pour lequel le duc, après 1 an de cours, avait atteint un niveau presque médiocre. Restez assis, tenez-vous bien. Le siège va à celui en qui les chevaux ont confiance. Et vous, votre grâce, vous pouvez vous tenir bien et servir de lest, dit la duchesse de Garrowdale, et elle lança l'attelage. La malle-poste sortit sous l'arche, avec le corps sonnant et la neige commençant pour de bon. Les lanternes du cygne brûlant jaune derrière elle, et le panneau de fierté suspendu, fidèle, au-dessus du bar avec ses 2 lignes peintes. Et la dernière chose que la cour vit fut la diligence s'engageant dans la première partie de la longue montée. 4 chevaux sombres s'enfonçant dans le blanc. Un homme et une femme épaule contre épaule sur le siège, montant ensemble dans le mauvais temps, comme si le temps les avait personnellement invités. La malle-poste est toujours passée par le cygne. C'était l'histoire de Kitty Sowden, la fille de l'aubergiste qui a fait passer la malle-poste du roi par Garrowbank. Et d'Edgar, le duc qui est monté à côté d'elle dans la neige. L'histoire d'un talent qui a attendu 20 ans dans la cour. Et de la nuit où on lui a finalement confié les rênes. Soyez honnête, à l'intérieur de la diligence bien chaude, ou sur le siège du cocher dans la neige, où seriez-vous? Dites-le-moi dans les commentaires, je les lis tous. Si Kitty et Edgar vous ont tenu compagnie ce soir, un j'aime aide plus que vous ne l'imaginez. Et abonnez-vous pour être là quand le secret du prochain duc sera révélé.
Couvrez-vous bien, et je vous retrouve sur la prochaine route.